Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, on va se pencher sur l'après-Brunel, puisque Bernard Laporte a évoqué ce week-end le futur sélectionneur des Bleus. Puis on restera en équipe de France, Liv Verratti-Rakia et Paul Villemc, ayant tous les deux reçu leur passeport français, sont désormais sélectionnables en équipe de France. On se demandera donc s'il faut les mettre dans le groupe pour le prochain tournoi. Et on terminera avec un déjà international, Antoine Dupont, qu'on a connu international en 9 et qu'on va jouer en 10 à Toulouse. On va se demander si c'est un peu bizarre comme idée. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Arnaud Requena, salut Arnaud. Salut Christine. Et Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Ce week-end, dans une interview au Midi Olympique, Bernard Laporte a évoqué l'après-Brunel. On rappelle que le contrat de sélectionneur du 15 de France arrive à son terme après la tournée de juin 2020, ce qui peut paraître un peu curieux vu que la Coupe du Monde est en 2019. Alors, on ne sait pas s'il ira vraiment jusque-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne saura rien. Je cite Bernard Laporte. On ne saura rien avant que les Bleus ne soient éliminés du mondial. Alors, soit, si les choses continuent comme ça, le 12 octobre de 2019, juste après leur dernier match de poule contre l'Angleterre. Bref, je ne veux perturber personne, a dit Bernard Laporte. Et c'est vrai qu'on le reconnaît bien là. Il ne faut pas perturber les gens. Il veut perturber ni l'actuel staff du 15 de France, ni ceux du top 14, a-t-il dit. Tous doivent savoir que le choix n'interviendra pas cette saison. Je ne prendrai contact avec personne d'ici au mondial, a poursuivi le président. Mais j'ai mon idée. Voilà, c'est un peu Hitchcock. Vous en pensez quoi, vous, de ça, de cette déclaration Il y a quand même une contradiction. C'est quand il dit « je ne veux perturber personne, pas les clubs, etc. » Quand il annoncera son choix dans un an, on sera en novembre 2019, le futur sélectionneur sera nommé pour juillet 2020. Donc le club auquel appartiendra le futur sélectionneur sera impacté. Donc en fait, on fait que repousser le problème d'un an. C'est un calcul un peu bizarre. Effectivement, cette année, aucun club ne sera perturbé, mais l'an prochain, il y aura un club qui sera perturbé. Ou pas, si c'est pas un sélectionneur de club. Mais sauf qu'aujourd'hui, la tendance... C'est Jacques Brunel qui continue. Oui, non, bien sûr, mais aujourd'hui... Il a intérêt à faire une belle Coupe du Monde. Alors. Bernard Laporte lui-même dit qu'il ne veut pas perturber de club. Donc ça veut dire que c'est une possibilité que le futur sélectionneur appartienne à un club du top 14. Donc en fait, moi je trouve que c'est un argument bizarre. Et la deuxième chose, c'est que dans 5 ans, la France organise la Coupe du Monde. Elle n'est pas en position de force aujourd'hui. Elle a beaucoup de choses à rattraper. Et peut-être que ça serait mieux d'avoir un sélectionneur dès l'après-Coupe du Monde 2019 qui ait du temps pour s'installer. Là, au fond, le sélectionneur qui prendra l'équipe de France, il aura perdu 1 an. Et 8 matchs. Et 8 matchs, ouais. C'est curieux, non, déjà, à l'origine, ce contrat, on sait pourquoi il était de... non, on ne sait pas parce que... C'est la demande de Jacques Brunel. Ouais, et puis surtout... Qui avait un contrat jusqu'en 2020 avec Bordeaux. Surtout, ce qui est quand même étrange, c'est la manière dont ça s'est passé. Rappelons que dans un premier temps, on a tous compris, ou alors on est tous ça a même été écrit. Demeurés, que Jacques Brunel était sous contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2019. Ce qui est l'usage, chez nous en tout cas, depuis toujours, c'est des contrats qui vont de post-Coupe du Monde à la Coupe du Monde suivante. Mais Jacques Brunel, lui, il avait déjà expérimenté ça avec l'Italie. Il a fini son mandat avec l'Italie après le tournoi 2016. Donc il a continué après la Coupe du Monde 2015 pendant quelques mois encore à la tête de l'Italie. Moi, je rejoins Alex, c'est effectivement un timing qui est un peu étrange parce qu'on va amputer le mandat du futur sélectionneur de quelques mois, de 8 matchs. Si on part du principe qu'il en dispute 40 d'une Coupe du Monde à l'autre, c'est quand même 1/5 de son mandat qui est amputé, c'est beaucoup, pour faire des essais. On sait que la première année elle est importante pour à la fois tester des formes de jeu, tester des joueurs. Donc voilà, c'est tout ce temps-là qu'il n'aura pas à sa disposition. Même si, on parle quand même un petit peu, il peut dire ça aujourd'hui Laporte, il disait aussi il y a 1 an qu'il ne virait jamais Guy Novès, donc peut-être que la Coupe du Monde sera un tel fiasco que Jacques Brunel s'en ira, tout est imaginable à l'instant où on parle. On verra à ce moment-là, mais c'est vrai sauf que s'il y a une décision à prendre pour
un sélectionneur après la Coupe du Monde 2019, il faut y réfléchir dès maintenant et quasiment anticiper pour que son club soit prévenu que dans un an, allez, disons par exemple Franck Azema au hasard, parce que c'est un des favoris, il faudrait que Clermont, si jamais la Bernard Laporte nommait Franck Azema en 2019, Clermont soit prévenu dès maintenant pour pouvoir se retourner. Ça s'est vu que parfois la fédération pique un manager à un club en cours de saison, mais c'est pas confortable pour le club, ça met pas tellement d'huile dans les rouages entre les clubs et la fédération, donc c'est mieux d'anticiper. Bernard Laporte est revenu dans le rugby grâce à ça, avec Pierre Camou qui avait déshabillé Toulon en plein mois d'août de Philippe Saint-André. Et ça a mis un joyeux bordel. Là, après, je crois pas un instant qu'on attendra octobre 2019. Pour moi, ce sera ficelé avant. Il y aura Pierre-Paul ou Jacques il y aura une shortlist, on dira voilà, et c'est toi qui vas prendre, et ton club le sait, et il se retournera. Oui, mais donc tout le côté, parce qu'en fait, il y a une théorie qui circule, qui dit que c'est mieux de ne pas connaître le nom du futur sélectionneur pendant la Coupe du Monde parce que ça perturbe les joueurs. Parce que, effectivement, on dit que le sélectionneur aurait moins d'autorité vis-à-vis de son groupe. Je trouve ça assez. Ça, c'est un argument qui se discute. Mais en tout cas, ça veut dire que si tout était ficelé dès l'été 2019, il y a peu de chances que ça reste secret. Donc, pendant la Coupe du Monde, on saurait le nom du futur sélectionneur et on devrait tenir la Coupe du Monde, puis le tournoi, puis la tournée de juin, en connaissant le nom du futur sélectionneur. Enfin, tout ça paraît quand même un peu. Je sais pas, mal pensé, mal bricolé, mal ficelé. C'est aussi de toute façon, c'est des situations complexes parce que à partir du moment où la Coupe du Monde a lieu pendant la saison régulière top 14, ça crée un problème. Mais je ne crois pas que la solution choisie écarte le problème, en fait. Moi, j'avais trouvé que la dernière passation était très saine, entre guillemets. Enfin, on connaissait, je me souviens plus du timing précis, mais on avait connu l'identité de Noves en mai, je dirais, mai-juin. C'est pas ça qui a perturbé Philippe Saint-André et son staff dans leur travail pour la Coupe du Monde qui a suivi. Au moins les choses étaient restées en retrait, voilà, pas commenté. Exactement, ils refusaient de se prononcer sur les performances de l'équipe de France. Au moins les bases étaient posées, c'était su et connu de tout le monde. Et puis ça permet surtout aux sélectionneurs de regarder l'équipe de France avec un œil, aux futurs sélectionneurs de regarder l'équipe de France avec cet œil-là, de se pencher sur les hommes, de réfléchir et de gagner un temps précieux, même sans être aux manettes, sur l'anticipation de son mandat. Moi, je trouve que c'était une formule qui était bonne, qui permet au club, en l'occurrence c'était Toulouse, de se retourner aussi et d'anticiper sur son staff pour la saison suivante. Donc, qui était bonne dans le timing, mais que n'avait-on dit on a convoqué des gens, on leur a fait passer des grands euros, en sachant que Guy Noves, de toute façon, serait choisi. Ça, c'est autre chose. Tu as raison, Arnaud, mais ça, je te parle juste du timing, moi. Oui, mais tous les 4 ans, c'est une pantalonnade. Ouais. Donc, après, ça sera une pantalonnade de plus. Mais après, là, le péché originel, si j'ai envie de dire, dans cette formule-là, c'est pas tant ce que vient de dire Laporte, qu'il l'annoncera à la fin de la Coupe du Monde, c'est d'avoir un sélectionneur actuel, pour moi, sous contrat jusqu'à au-delà de la Coupe du Monde. Ça, c'est là, à mon avis, que le problème réside, parce que du coup, tout le timing s'en retrouve décalé. Et voilà. Juste quand même un petit commentaire sur le vocabulaire employé, quoi. Je trouve rigolo qu'ils disent qu'il choisira le sélectionneur, qu'il annoncera le sélectionneur une fois que les Bleus auront été éliminés. Ouais. Ce qui en dit long, sa langue à fourcher, je sais pas, mais sur son optimisme, il aurait pu dire une fois que la compétition est terminée. Voilà, par exemple, ça aurait évité de... Et imaginons, il y a deux choses un peu troublantes, je trouve. C'est imaginons que le futur sélectionneur il a envie de lancer de nouveaux joueurs, une nouvelle génération. Il l'attendra, ça se fera donc pas pendant le tournoi 2020, ni pendant la tournée de juin 2020, ce qui est une perte de temps. Et deuxième chose, imaginons que la Coupe du Monde soit moyenne, quart de finale par exemple, ce qui serait un moyen plus, on va dire, et que le tournoi par contre soit très bon, avec un grand chelem. Que fait-on ? Vers quoi part-on ? Et surtout, là, ça met quand même le sélectionneur à venir ça mettrait le sélectionneur à venir dans une position inconfortable. Il serait jugé par rapport à quelqu'un qui aurait quand même réussi sa fin de mandat, et on se poserait la question, est-ce qu'il ne faut pas finalement garder Brunel ? Ouais, mais ça c'est toujours imagine, avec du recul, c'est facile.
si tu prends pas 62 points à Cardiff et que tu gagnes la Coupe du Monde en 2015. Oui, mais au moins, une Coupe du Monde, tu sais que c'est comme les Jeux Olympiques, c'est des fins de cycle. C'est la fin de cycle. Ouais, mais tu fais quoi? Tu passes derrière ça semblait invraisemblable, mais ça semblait presque aussi invraisemblable que Marc Lévremont perde la finale de la Coupe du Monde d'un point en 2011. Hein. Mais il y a un côté cycle quand même. Et à un point près, tu te dis, mais il fallait pas le garder. Juste, même si c'est appuyé sur rien, lui il dit qu'il a sa petite idée déjà du prochain sélectionneur. Vous en avez des idées ou Alex a évoqué Azema, qui est un des noms qui revient. Il y a Mignoni, dont on sait qu'il a été l'adjoint de Laporte et que je crois qu'ils s'entendent bien et qu'il fait du bon boulot à Lyon. Urios, ça semble écarté. Urios, c'est fini. C'est pas. Il l'a dit lui-même. Hein. Il renoncera. Je pense que c'est un homme de parole et que son contrat à l'UBB, il va l'honorer jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Puis il n'avait pas senti de signaux et d'envie particulière venant de Marcoussis. Il n'a pas vu de fumée blanche. Et puis après, il y a la piste du sélectionneur étranger, puisque Laporte le dit lui-même, il ne l'écarte pas. Alors il fait une drôle de proposition. Je relis son interview là, parce qu'il dit que s'il optait pour un sélectionneur étranger, il ferait passer ça par référendum auprès des clubs. Il dit que ce serait une telle révolution qu'il faudrait l'assentiment de l'ensemble du rugby français, des clubs amateurs, je pense, des clubs qui dépendent de la FFR. Voilà. Donc, parce que les clubs de top 14 ont déjà tous des entraîneurs étrangers. Oui. Pour eux, ce serait pas une révolution. Mais et donc partant de là, Verne Cotter, qui d'autre? Joe Schmidt, c'est pour la Nouvelle-Zélande plus que pour nous, je crois. Hein. Ouais, puis Joe Schmidt a quand même. Enfin, si on lit entre les lignes ce qu'il dit, il veut mettre sa famille. Donc c'est peut-être même pas la Nouvelle-Zélande du tout pour Joe Schmidt, je sais pas. Stevenson, il y en a des entraîneurs. Stevenson, après les Blacks, il viendra en France. Il est joueur quand même. Le problème, c'est réussir à les attirer, les sélectionneurs étrangers aujourd'hui, quand même. Parce que aujourd'hui, un Hansen ou un Schmidt, ils ont quand même des systèmes de fonctionnement autour de leur équipe nationale qui sont... Va m'acheter une clinique. Quand un mec se coupe un doigt, il va m'acheter une clinique, on lui ramène une clinique. Hein. Ici, ça marche pas comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est difficile mais on en rit, mais c'est difficile on en revient toujours au fameux système français. Qui c'est qui avait entraîné le Leinster qui disait, mais Joe Schmidt, il était à Clermont, et la différence qu'il y a entre Clermont et le Leinster, mais voilà, c'est ça, t'as besoin d'un truc, tu vas te servir. Ouais. On te l'amène. Il y avait un remarquable papier quoi que tu veuilles. Remarquable papier de Fred Bernès, là, il y a 10 jours avant le match contre la Nouvelle-Zélande, où il expliquait que Joe Schmidt, il fait la pluie et le beau temps, il fait ce qu'il veut. Les joueurs en Irlande sont des pions que Joe Schmidt place sur l'échiquier comme il en a envie. Ce sont des pions payés par la fédération, donc il les déplace. Toi, tu es numéro 10, t'es prometteur, mais tu joues pas au Leinster parce que t'es derrière Sexton. Bon, on va te mettre, je sais plus, à l'Ulster ou au Munster, et voilà. Et donc, ça pourrait se faire en France. Comme on a bien ri, on va changer de sujet. Il avait été beaucoup question d'eux lors de l'annonce de la liste pour les tests de novembre. Il est à nouveau question d'eux. Alivereti Raka, l'ailier de Clermont, et Paul Villemc, le deuxième ligne de Montpellier, l'un fidjien, l'autre sud-africain, sont désormais tous les deux français de passeport, ce qui leur ouvre la porte de l'équipe de France, résolument fermée au nom détenteur d'un passeport français par Bernard Laporte et donc par Jacques Brunel, qui avait dit en octobre, quand ils auront le passeport, on pourra en discuter. Bon, on peut en discuter. Messieurs, je sais pas, ils sont indispensables à l'équipe de France. Est-ce qu'il faut qu'ils intègrent le groupe? On rappelle que ça va arriver vite, là, comme dirait ma grand-mère. Prochain match des Bleus, c'est le 1er février à la maison contre le pays de Galles, qui n'a pas perdu un match depuis 1987. 9 victoires consécutives. Ce serait moins compliqué avec eux dans le groupe, vous pensez? Je pense qu'il y a deux questions. Il y a une question philosophique et une question sportive. La première, la question philosophique, c'est est-ce qu'il faut appeler des joueurs d'origine non formés en France, on va dire, parce que ce sont des joueurs français, mais non formés en France, est-ce qu'il faut les appeler en équipe de France? Et la deuxième, c'est est-ce qu'ils apporteront des choses? Sur la première, moi, je pense pas. Sur la première question, je pense pas que le fait de l'obtention du passeport solde complètement la question. Puisque, en fait, si on écoute notamment Bernard Laporte, et c'est un peu l'idée de pas mal de gens, c'est il faut protéger la formation française. Donc je ne vois pas en quoi faire jouer Raka et Villemc français protège français de passeport, protège la formation française, puisque ces deux-là n'ont pas été formés en France.
Donc je pense que ce thème-là existe toujours malgré leur passeport et continuera d'exister. Après la question sportive, je trouve que Raka est indiscutable. Enfin voilà, il n'y a pas meilleur ailier français aujourd'hui, je pense, en qualité individuelle en tout cas. Et il traverse le terrain, il est exceptionnel. Willem C, je sais pas, je pense que ça se discute davantage. Je suis pas convaincu qu'il soit de la dimension des deuxièmes lignes internationaux qu'on voit en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. C'est un gros gabarit, il se déplace, mais il se déplace pas non plus comme un fou. Et puis c'est pas un grand technicien. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il surclasse les deuxièmes lignes français. Disons qu'il surclassait peut-être il y a un an, mais là. J'ai l'impression que il plafonne. Ouais. C'est comme si cette histoire-là, puisqu'on rappelle qu'il devait être convoqué, on le sait de sources sûres désormais pour la tournée de novembre, puis finalement il y a eu un veto présidentiel. Ça l'avait un peu perturbé. En plus, il s'est blessé la même semaine à Newcastle. Tu y étais, Arnaud. Enfin bref, et depuis, là, pour avoir un peu vu son dernier match contre Clermont, moi, là, je rejoins Alex. Je devine pas chez ce joueur la dimension qui peut nous faire passer au-dessus. Et je crois qu'on a à ce poste-là des jeunes joueurs. D'abord, on a Maestrieva et Gabriag, ok, on les connaît. Et je pense qu'on a derrière vraiment des très bons joueurs. Lambé, Jolmes à La Rochelle, Verag à Toulouse, ça en fait au moins 3. Ituria qui peut remonter éventuellement en deuxième ligne si besoin. Enfin bref, je pense qu'on a du matos, quoi, et que on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher ce joueur qui effectivement a une densité physique supérieure, a malgré cette densité physique une bonne capacité de déplacement, mais qui manque de gestuel, c'est quand même très monolithique, c'est souvent le ballon sous le bras et je vais percuter. Et c'est bizarre parce qu'à Montpellier, il joue pas comme ça. Non, mais enfin, bon, voilà, même sur la capacité de déplacement, si tu compares avec. Je crois que ça, c'est pas mal quand même. Enfin, il faudrait des données GPS et tout, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même quelqu'un qui bouge, quoi. Ouais, mais si tu compares avec ses congénères sud-africains, Mostert, Etzebet ou Dutoit qui a joué deuxième ligne. Je pense qu'il se déplace moins que ces mecs-là, il me paraît encore plus lourd dans le sens, il est moins athlétique que ces mecs-là. Alors, il est très costaud, il se déplace et tout, mais aujourd'hui, je pense que le niveau international, ça demande autre chose et que je vois pas, moi aujourd'hui, chez ce joueur-là, c'est autre chose. Après Raka, je redis exactement la même phrase que j'ai dit la semaine dernière, on en parlait avec Max, il traverse le terrain en top 14. Et ça reste, évidemment, je suis d'accord, je pense qu'il n'y a pas un ailier français dans le cheptel qui lui arrive, non pas à la cheville, mais à l'épaule. Mais il faut voir ce que ça va donner au niveau international. C'est pas non plus Raka à l'assurance tout risque sur les ballons hauts, donc dans des matchs fermés, dans des matchs avec des défenses très très bien organisées et tout ça, je demande à voir. Mais je pense qu'il mérite quand même qu'on le teste, quoi. C'est-à-dire que là, même quand c'est fermé, il arrive à ouvrir en top 14. Donc ça, il est plus attendu maintenant quand même, et il fait moins d'énormes différences, sauf contre Agen le premier match de la saison, mais il fait moins d'énormes différences qu'il n'en faisait les 2 années passées, parce que tout le monde flippe de lui, donc il est surveillé. Faut voir. Arnaud, toi ? S'ils sont meilleurs, ils peuvent jouer, mais après, Alex parlait de philosophie. Là, il y a un moment, en rugby, les règles internationales font que tu n'as pas besoin d'être du pays pour jouer. Bon, là on complique la donne en disant ils sont français. T'es français. Clément, il n'est pas plus français que Willem C, ou moins. Il est français. Après, ce qui est de protéger la filière, moi je suis un peu plus vieux que vous, c'est surtout, tu te demandes la trace que laissent ces joueurs en équipe de France, en fait. C'est parce qu'ils se sentent très français, mais Tony Marsh, qui a porté beaucoup l'équipe de France, il vient en Nouvelle-Zélande. Peter de Villiers, il était entraîneur des Springboks. Là, il est au Stade français. Je pense qu'ils sont sincères. Peter de Villiers, il a 70 sélections en équipe de France. Ils sont sincères par rapport à l'attachement en équipe de France. Mais à un moment, Dries Van Herden, on ne s'en souvient pas. Abdel Benazi, c'était différent. Il avait été un peu international marocain, il est arrivé jeune. Mais c'est ça qui est aussi... et là, c'était pire, si on peut dire, c'est qu'ils n'étaient même pas français, les mecs. Aujourd'hui, ils ont un passeport français.
Et puis, tu les mets. Après, est-ce que c'est les meilleurs Et puis c'est juste par rapport à l'histoire de protéger la filière de formation. Qui est une volonté de Bernard Laporte. Et je dis que faire jouer Raka et Willemse à condition qu'ils aient le passeport, attendre qu'ils aient le passeport, ça ne protège pas la filière de formation. Non. Voilà, c'est hypocrite de dire le contraire. Et dès que la question a été posée, je me rappelle une fois sur Canal+ à Bernard Laporte, il a fui complètement la question. Ça ne protège pas la formation. On a déjà eu ce débat ici, je me souviens, tu étais là, Arnaud. Ça repose aussi la question de l'identification de son public à cette équipe de France. Laporte, quand il argumentait pour durcir les règles, il prenait l'exemple de Tuisova. Et il disait... j'ai dit à Tuisova, tu joueras jamais pour la France, va jouer pour les Fidji. Parce que si tu joues pour la France, mon père, il va éteindre la télé, il va pas regarder. Et pourquoi aujourd'hui ce serait pas vrai pour Raka ? C'est la même chose. Certes, il a son passeport, mais le débat... Non, mais là, je crois qu'il y a la différence. Je connais pas Raka, personnellement. Je crois que la différence essentielle, c'est que Tuisova parle pas un mot de français. Non, mais d'accord. Non, mais après, il y a une intégration qui est... Voilà. Noah Nakatassi, il parle français. Marié à une Française, des enfants en France. Non, mais bien sûr. L'identification, pour moi, c'est surtout pour les jeunes. Parce que tu vas aller à l'école de rugby, tu vas jouer ailier, et les ailiers de l'équipe de France, c'est Vakatawa et Raka. Et tu t'appelles Dossin ou Bardot, tu te dis, je vais aller jouer à autre chose. Ouais. Surtout si le remplaçant s'appelle Nakatassi. Je pèse 31 kilos. Non, mais tu dis, je vais aller jouer à autre chose. Je vais pas très vite. C'est pas un sport pour moi. J'ai pas d'appui. Ça peut briser des trucs, quoi. Là, pour le coup. Dire, si t'es pas fidjien, tu peux pas jouer à l'aile en équipe de France. Tous les gamins de 10 ans, 12 ans, 14 ans, ils vont voir Raka qui dribble les plots, ça va les amuser 2 minutes. Et on se dit, c'est pas pour nous, puisque c'est que des Fidjiens. Ça, c'est plus... là, on est dans la philosophie, dans tout ce que tu veux, c'est plus compliqué, à mon avis. Non, mais c'est la question de l'identification à cette équipe de France. C'est tout. C'est tout. Alors, on change de sujet. Dans un excellent podcast du 29 octobre, on s'était intéressé à la polyvalence imposée aux joueurs par les coachs. On avait parlé de centre jouant à l'aile, de deuxième ligne passé troisième ligne. Et là, Antoine Dupont, dont on dit tellement de bien. Antoine Dupont, demi-mêlée de son état, jouant 10 à Toulouse. Alors, c'est pas une nouveauté. En France, c'est pas une spécialité française, même. Hein. On est quand même la nation qui a disputé une finale de Coupe du Monde contre le All Black avec un 9 en 10. C'est pour le plus grand bonheur de Mako. Ça a duré 22 minutes. Qui l'a transformé en un Picasso en 22 minutes. Bref, je sais pas, c'est pas un peu curieux tout de même, non, de mettre cet enfant à l'ouverture. Mais cet enfant, il est 10. Il a joué 100 fois plus de matchs dans sa vie en 10 qu'en 9. Quand il était en poussin ? Non, jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. C'est-à-dire il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. C'est voilà, et tout d'un coup. T'as vu le regard noir ? Donc en fait, c'est un numéro 10. Ben oui. Donc comme Jean-Marc Doussin avant lui, comme Morgane Parra. On va refaire l'émission, on va dire pourquoi est-ce qu'il a joué en 9. Comme Morgane Parra avant lui, comme Baptiste Serin avant lui. Après, c'est un autre problème. C'est pourquoi on transforme nos 10 en 9. Ça, moi, je suis pas DTN. Dieu m'en garde. Mais franchement, pour en emmener, on peut essayer. Antoine Dupont, il est devenu, avec ses premiers matchs en pro, il est devenu 9. Voilà. Parce qu'en 10, il était sûrement trop exposé. C'est arrivé la même chose à Parra. Ce qui est étonnant, c'est le retour en arrière, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un mec qui a été formé en 10, mais il est devenu international en numéro 9, et c'est à ce poste-là qu'il s'est le plus épanoui, et que quelqu'un a décidé de le placer quand il est devenu professionnel, et il s'y est épanoui, il est devenu international. Et il est bon, et il est possible que ce soit lui le titulaire de la Coupe du Monde, si c'est pas celle-là, ce sera peut-être celle d'après. Et aujourd'hui, en fait, on fait alors, c'est pas un choix définitif non plus, parce qu'il sera peut-être mêlé à nouveau la semaine prochaine, mais en tout cas, il rentre vraiment dans la rotation avec Holmes. Ce week-end, par exemple, le Stade Toulousain aurait très bien pu faire jouer, Holmes étant blessé, aurait pu faire jouer Ntamak ou Ramos, qui ont tous les deux joué en 10 avec le Stade Toulousain, et ils n'ont pas fait ces choix-là, ils ont fait le choix de faire jouer Dupont. Donc c'est une preuve qu'ils y pensent. Mais après, ce joueur, il a quand même il a des qualités, tu as l'impression qu'il pourrait jouer 9, 10, 12. En fait, il a telle qualité individuelle, et plutôt, il est quand même assez bon techniquement aussi, que on a l'impression qu'il pourrait s'épanouir à beaucoup de postes. Même quand il y a un mauvais ballon, il arrive à le transformer en bon ballon. Il a des situations compliquées. Il joue un duel, pouf, ça se transforme en truc. Donc bon, il a ce talent protéiforme, mais il y a un moment, il ne faudra pas le piéger et se piéger non plus. Il faudra trancher, c'est un 9 ou c'est un 10. Oui, mais moi, je pense que ce moment, c'est maintenant, quoi.
C'est-à-dire que ne recommençons pas avec Dupont ce qu'on a fait avec Michalak. Ouais, c'est ça. Ne recommençons pas avec Dupont ce qu'on a fait avec Parra dans une moindre mesure quand même, parce que c'était très très temporaire et ponctuel. Moi, je pense qu'on se fourvoie. Je pense que c'est un 9 qui est, en tout cas, on a une certitude aujourd'hui, c'est un 9 de niveau international. Ça, je pense qu'on le sait. Il a répondu plutôt positivement lorsqu'on l'a lancé dans le grand bain de la tournée d'automne 2017. En revanche, est-ce un 10 de niveau international? Là, j'ai mes grosses réserves. J'ai pas de garantie sur son jeu au pied. J'ai pas de garantie sur sa gestion de la profondeur. C'est quand même quelqu'un qui adore bouffer, attaquer la ligne et tout. Là, je regardais ce week-end, il fait partie des joueurs qui ont le plus défié la défense. C'est pas ce qu'on demande à un numéro 10. Je me souviens très bien d'une chronique d'Elissal qui parlait de Lopez en disant la force de Lopez, c'est qu'il n'ait jamais pris ballon en main, très peu. Donc bon, tout ça, ça peut se régler, mais il part à mon avis avec du retard pour être un 10 de niveau international, alors que la capacité de 9 de niveau international, il les a déjà. Donc je comprends pas trop, si ce n'est de répondre à des besoins temporaires de son club. Et son club, il est roi, donc son club va en faire ce qu'il veut. Mais pensons à ce gamin, pensons peut-être plus généralement à l'avenir, enfin à l'intérêt du rugby français. Et moi, je crois que c'est un numéro 9 de grand talent et qui doit le rester. Mais son club, il doit composer aussi. Peut-être que Bézi, après avoir été polytraumatisé par Guy Novès dans son premier tournoi. Il est super bon. Voilà. Mais oui. Et peut-être que Bézi, Dupont, c'est mieux que Dupont et de Nemours à l'ouverture. Enfin, Tamac, on ne peut pas non plus. Romain Tamac, moi j'entends tous les gens dire c'est pas un 10, il est pas assez costaud, il est pas ci, il est pas là. Il faut l'installer en 12. Ah, puis il est très bon au centre. Voilà. Donc, aussi, voilà. Donc s'il l'installe en 12. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que le club de toute façon est roi, et c'est Mola qui décidera de l'avenir à court terme de Dupont. Il en fait bien ce qu'il veut, c'est son droit. T'as des demi de mêlée partout sur l'armoire. Regarde, quand il est valide à Bordeaux, Lesgourg qui joue à la mêlée, Serein joue en 10. Ouais, mais tout ça, c'est des problèmes pour le rugby français, dans un sens, enfin pour l'équipe de France, en l'occurrence. Donc, Et il faut dire que c'est quand même très spécifique à la France. Genre, j'ai pas beaucoup d'exemples, là j'en ai même aucun qui me vient, dans un pays, Irlande, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Écosse, Galles, d'un joueur qui fait 9 et 10, qui passe de l'un à l'autre. Nous, on en a eu, on a effectivement Parra, Michalak. On en a eu avant, même dans les années 70, tout ça. Je sais plus, je trouve que c'était un papier de Domi Sartel, je me souviens. Je sais plus qui disait ça dans le papier, je me demande si c'était pas Didier Retire. Que notre rugby français, le rugby français est organisé autour du 9. Chez nous, c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend d'ailleurs beaucoup de jeux au pied à son compte, enfin voilà. Bien plus que chez les anglo-saxons où le 10 est vraiment souvent le dépositaire du jeu. Donc, c'est peut-être une des explications qui font que nos meilleurs joueurs, ou qu'ils évoluent, à la charnière, ah tiens, lui il est bon, allez tiens, on va le mettre à la mêlée parce qu'on va voir vraiment le meilleur demi-mêlée possible, quoi. Dès qu'il y a un 10 avec un gabarit un peu flué, ou pas voilà, hop, type Michalak, Parra, Dupont. Si t'avais poursuivi ta carrière, t'aurais fini à la mêlée. Ouais, dans la mêlée peut-être, sous la mêlée. Non mais après sur Dupont, il y a un truc, il est quand même super à l'aise ce joueur quand il prend le ballon arrêté derrière un ruck par exemple. Et qu'il y a dans des tout petits espaces, il arrive à se faufiler. En 10, c'est moins possible, ça quand même. On est davantage loin de la ligne d'avantage. C'est des ballons, plus de gestion. On est davantage visible de la défense. Et donc, je me demande si ces qualités s'exprimeront, ces qualités d'appui s'exprimeront complètement en numéro 10. Il faut quand même dire, quand je dis ça, il a quand même marqué 3 essais contre Perpignan il n'y a pas longtemps en position de numéro 10. Donc ça veut dire que sur des ballons de récup dans le désordre, ou même parfois il se retrouvait en position d'ailier parce que il était là à ce moment-là. Donc je suis pas sûr qu'on puisse tirer beaucoup d'enseignements de ce match-là. Et à l'inverse, face à une défense organisée où il était 10 titulaires dès le début du match ce week-end contre le Stade Français, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire des différences individuelles énormes. Il a fait une jolie passe pour UG à l'intérieur sur le premier essai. Mais voilà, à part ça, il a été sobre, il a passé les plats. Il a joué comme un 10. Autour de lui, il a une telle ligne de 3 quarts. Il a joué comme un 10 dans le monde entier, sauf en France. Oui. Non, mais il a fait un bon match. Ouais. Il a fait un match sans éclat, mais propre, quoi. Mais autour de lui, il y a tellement de talent. Et puis voilà, que ça a souri. Mais non, franchement, laissons-le là où il est. Pitié.
Et ça perturbe un peu les joueurs, non, de les changer de poste comme ça. Surtout là, c'est quand même des postes très spécifiques. À la rigueur, on te passe ailier, c'est une chose, mais Michalak, il en a souffert, je pense. Tu as mieux connu la période Michalak que nous, Arnaud. Il n'était pas... Ouais, il l'a beaucoup dit. Serein a dit que a clairement dit que ça le pesait quand il a été... Je sais plus, c'est la fin de quelle saison? C'est la fin de la saison 2016-2017, là où il enchaîne quelques matchs à l'ouverture pour les besoins de l'UBB. C'était encore Jacques Brunel qui était entraîneur, et je crois que ça lui avait pas beaucoup plu. Il l'avait fait entraînant un peu des pieds. Il est sale de se promener aussi comme ça. Jean-Baptiste. C'est vrai. Et lui, on n'avait pas l'impression que ça le... préférait jouer neuf, je crois, mais on n'avait pas l'impression que ça le perturbait tant que ça. Michalak, son problème, c'est qu'il était alors lui, pour le coup, c'était le chef. Les avants voulaient jouer avec lui, tout ça, il jouait 9. Mais lui, il préférait jouer 10. Voilà, c'est compliqué. Et tu dis, moi, je préfère jouer... Après, c'était un joueur d'équipe, lui. Il dit, tu me fais jouer 9, je jouerai 9. Mais il préférait jouer 10. Mais il disait, nous, on préfère que ce soit Fred dans la mêlée. Dupont, il donne un peu la même impression. Il a l'impression que... mettez-moi sur le terrain, et puis je verrai, quoi. Ouais, mais parce qu'il a quoi? Il a 21 ans, 21 ans. Il a peut-être pas conscience aujourd'hui de ce qui se joue pour la suite de sa carrière, quoi. Lui, voilà, il joue, il est content. Mais je pense qu'il faut qu'il ait conscience de tous les... de ce que ça va lui faire perdre, entre guillemets, que du temps qu'il passe pas à la mêlée en jouant à l'ouverture, il va le payer à un moment. Ça m'étonne quand même parce que dans le petit reportage qu'avait fait Canal quand il le suivait, je me souviens de le voir travailler sa passe notamment. Et il travaillait pas une passe de 10. Avec, non mais c'est vrai, il travaillait des appuis de ballons ramassés au sol ou volleyés en touche. Et c'était tout un travail autour de sa technique individuelle autour de son rôle de demi-mêlée. Après, peut-être que l'idée du Stade Toulousain aujourd'hui, c'est de le garder dans une double option. C'est-à-dire d'être un numéro 9 et un numéro 10 de second. D'être un numéro 9 en priorité et un numéro 10 en second choix avec Holmes. Donc ils le font bosser sur les deux trucs. Peut-être qu'ils ne veulent pas choisir définitivement le concernant. Oui, mais le problème, c'est que Toulouse n'a jamais choisi pour Michalak, par exemple. Ouais. C'était vraiment... au moins, à Toulon, Laporte, il avait choisi. Il était 9 remplaçant. Ou 9 titulaire, mais 10 remplaçants. Mais il n'était pas 10, quoi. Mais quand il allait en Afrique du Sud, il jouait... 10. Il jouait 10. Le 10 le plus sauté de l'histoire. Ouais, mais il avait avec un 9 qui, effectivement... Juan Pienaar, lui, il faisait jamais de passe. C'est un peu comme Cruden, un peu à Montpellier. Non, mais je ne veux pas dire que Cruden ne reçoit pas de passe, mais c'est pas, le jeu de Montpellier ne tourne pas autour de Cruden. Ne tournait pas autour de Cruden. Plutôt autour de Pinard. Ouais, là, c'était un peu pareil. Michalak, il défendait, mais en attaque, il était très peu sollicité. Puis je crois que le jeu de Montpellier va pas tourner autour de Cruden pendant quelques semaines. Voilà, c'est sûr. Pardon. On rappelle qu'il a fait une passe étonnante qui a permis un essai de 95 mètres. Et puis surtout qu'il s'est claqué en essayant de rattraper Penaud derrière. C'est ça, en essayant de le rattraper. Alors que Fall n'a pas essayé de se claquer, lui. C'est méchant. Non, c'est bien. Non, pas du tout. J'aime bien. En 2027, on s'en souviendra pas. C'est tout? Bah oui. C'est tout. Bon. On te laisse à tes jugements. Et bien voilà, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Arnaud Requena et Alexandre Bardot. Merci à Jules Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.